Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire de BPI France Création. J'ai le plaisir d'être avec ma collègue Audrey Duguet aujourd'hui et le thème de ce nouveau webinaire, c'est les nouveautés 2021. Donc, on a eu l'occasion de se retrouver l'année dernière pour les nouveautés 2020. Donc, cette année, on va vous exposer toutes les nouveautés qui impactent les entrepreneurs, que ce soit les mesures fiscales, sociales ou les mesures dédiées aux micro-entrepreneurs. Juste quelques règles pour que ce webinaire se passe bien pour tout le monde. Donc, nous, on a un temps consacré d'une heure. On va essayer de laisser 10-15 minutes à la fin pour qu'on puisse répondre à vos questions, sachant qu'à la fin de ce webinaire, on prendra le temps de répondre à des questions sur le chat en fonction donc du nombre de questions qu'il y aura. Petite précision, les questions doivent être posées sur la colonne questions, sur votre droite. Si vous avez des questions plus techniques ou généralistes, vous pouvez utiliser le chat, mais qui peut aussi servir pour vous échanger entre vous. Ce webinaire va être organisé en 3 temps. Donc, un temps sur les mesures fiscales, un temps sur les mesures sociales et un temps pour les micro-entreprises. Le replay sera disponible dès demain sur le site de BPI France Création. Vous aurez également le support en téléchargement. Tout ça est gratuit sur le site de bpifrance-création.fr. Donc, je vous propose qu'on attaque le sujet et je laisse donc la parole à Audrey. Audrey, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, je suis Audrey Duguet, donc juriste chez BPI France Création, et c'est moi qui vais vous présenter quelques mesures donc, de la loi de finances pour 2021. Donc, comme Lila l'a rappelé, donc le sommaire, on va commencer par les mesures fiscales, ensuite ce seront les mesures sociales, et enfin quelques nouveautés pour les micro-entrepreneurs. Donc, concernant la loi de finances pour 2021, eh bien, cette loi de finances, elle a été adoptée donc, le 29 décembre 2020. Elle concrétise d'une part les mesures du plan de relance qui ont été annoncées en septembre dernier, et d'autre part, elle est très orientée sur le soutien à la trésorerie des entreprises. C'est ce que nous allons voir donc maintenant en vous présentant donc les principales mesures fiscales donc, en vigueur au 1er janvier 2021, donc à savoir la revalorisation des seuils de l'impôt sur le revenu. On va évoquer donc les mesures qui ont pour conséquence une exonération ou une suppression d'impôts ou de taxes. On va également aborder donc les mesures qui engendrent une baisse d'impôts, celles qui ont créé de nouveaux crédits d'impôt. Et enfin, on verra une spécificité donc cette année concernant la déclaration des micro-entrepreneurs qui ont opté au versement fiscal libératoire. Très rapidement, comme chaque année, la loi de finances, elle revalorise les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu. Donc cette année, le barème a été revalorisé de 0,20%. Et une nouveauté tout de même, la tranche à 14% a été abaissée à 11%. Faut savoir que ce barème est donc applicable pour les revenus de 2020. Comme énoncé en introduction, donc la loi de finances pour 2021 a adopté des mesures donc destinées au soutien à la trésorerie des entreprises et notamment en mettant en œuvre donc des exonérations ou des suppressions progressives d'impôts et de taxes. C'est le cas notamment donc, pour la majoration de 25% pour les centres de gestion agréés. La loi de finances pour 2021 donc, supprime progressivement cette majoration de 25 qui n'adhèrent pas à un centre de gestion agréé. Donc, cette suppression progressive débute sur les revenus de 2020 pour une exonération, une suppression complète pour les revenus de 2023. Donc, comme vous pouvez le voir, sur les revenus de 2020, donc, le résultat fiscal sera majoré de 20%, puis de 15%, et enfin de 10% pour une suppression totale sur les revenus de 2023. La loi de finances, elle exonère également certaines aides accordées aux travailleurs indépendants. Donc, les aides accordées pendant la crise sanitaire par le CPSTI, donc qui est le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, et les régimes de retraite des professionnels libéraux et des avocats. Je rappelle qu'il s'agissait d'aides financières exceptionnelles. Et bien, ces aides sont exonérées d'impôts sur le revenu
ou d'impôt sur les sociétés, ainsi que de toute contribution sociale. Ce qui est également important de savoir, c'est que le montant de ces aides qui ont été versées ne rentre pas dans la détermination des seuils de chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'un micro-entrepreneur qui aurait bénéficié de ces aides ne doit pas les comptabiliser dans son chiffre d'affaires pour savoir s'il dépasse les seuils relatifs au régime de la micro-entreprise, par exemple. L'exonération facultative de CFE et de CVAE. Donc, cette mesure, elle fait partie du plan de relance et en fait, elle a pour but de décaler l'imposition de la CET. La CET, c'est la contribution économique territoriale qui est composée donc d'une part de la CFE et d'autre part de la CVAE. Cette mesure, elle a été prise dans le but d'accélérer les nouveaux investissements suite à la crise de la Covid-19 et donc de relancer l'économie. Donc, la loi de finances pour 2021 a donc créé une exonération facultative de CFE d'une durée de 3 ans en faveur des entreprises qui procèdent à la création ou à l'extension d'un établissement existant. Donc, cette exonération, elle est facultative. Pourquoi? Car elle doit être adoptée par une délibération des collectivités territoriales bénéficiaires de cette CFE. Et il faut savoir que lorsque cette exonération est accordée pour la CFE, elle est également applicable pour la CVAE. Et à partir de quand? Donc, il faut en faire la demande avant le 1er janvier de l'année suivant la création. Dans cette loi de finances, il est également prévu donc une baisse de certains impôts. C'est le cas notamment pour l'impôt sur les sociétés. Mais dans ce cadre, il n'a rien de nouveau puisque la loi de finances pour 2021, finalement, poursuit la baisse de l'impôt sur les sociétés qui a été enclenchée par la loi de finances pour 2018. Donc, à partir du 1er janvier 2021, le taux de l'IS donc puisqu'on a passé le 1er janvier, il est de 26,5% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions d'euros et il est de 27,5% donc pour ce qu'on appelle les grandes entreprises, donc celles qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. Faut savoir que le taux de l'IS donc, finira sa baisse progressive en 2022 pour atteindre 25% pour toutes les entreprises. Je rappelle tout de même qu'avant que le taux de l'IS ne commence sa diminution, il était quand même fixé à 33,1. En plus de la poursuite donc de la baisse d'impôts sur les sociétés, la loi de finances pour 2021 étend à de nouveaux bénéficiaires le taux réduit de l'IS aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros contre 7 630 000 euros jusqu'alors. Ce qui veut dire que finalement, beaucoup plus d'entreprises pourront bénéficier donc, de ce taux réduit de l'IS. Donc, pour rappel, le taux réduit de l'IS, il est de 15% et il s'applique sur les 38 120 premiers euros de bénéfices. Il est pour les entreprises dont le chiffre d'affaires donc, est inférieur à 10 millions d'euros et qui ont un capital social entièrement libéré et au moins détenu à 75% par des personnes physiques. Au-delà d'un bénéfice de 38 120 euros, c'est donc le taux de 26,5% qui s'applique. Comme on l'a évoqué dans la mesure donc, sur l'exonération facultative de CFE, donc la CVAE, qui est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, forment avec la CFE la contribution économique territoriale. La CVAE, en fait, est une taxe qui est au profit des collectivités territoriales et qui concerne toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 euros. Le taux d'imposition de la CVAE était jusqu'alors fixé à 1,5%. Ce taux, il était applicable pour les entreprises donc, qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros.
La loi de finances pour 2021 a réduit de moitié le taux d'imposition et donc le taux de la CVAE passe aujourd'hui à 0,75%. Il faut savoir que pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 euros, donc en deçà, elles sont exonérées, donc compris entre 500 000 euros et 50 millions d'euros, il existe un système de dégrèvement qui varie en fait en fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise et jusqu'à une exonération, donc lorsqu'on est en dessous de 500 000 euros. Ces taux de dégrèvement, ce système de dégrèvement est également divisé par deux. Il en est également ainsi pour la cotisation minimale, donc qui était jusqu'alors de 250 euros, elle est ramenée à 125 euros. La bonne nouvelle également, c'est que ces nouveaux taux de la CVAE, ils sont applicables aux impositions dès 2021. Et donc, la baisse va se faire ressentir dès les acomptes du mois de juin de cette année. Cette mesure, elle a été annoncée également dans le cadre du plan de relance en septembre dernier. Et c'est vraiment une mesure qui est destinée au soutien à la trésorerie des entreprises. La loi de finances pour 2021 a introduit également de nouveaux crédits d'impôt temporaires. Ça va être le cas en fait pour le crédit d'impôt pour abandon de loyer. Alors, ce crédit d'impôt, c'est un crédit d'impôt pour inciter les bailleurs à annuler une partie des loyers qui sont dus par les entreprises locataires qui sont administrativement fermées ou particulièrement affectées par des restrictions sanitaires. Donc, ce dispositif, finalement, il a pour but d'éviter aux bailleurs de se retrouver confrontés à des impayés et ça permet également aux entreprises de bénéficier de loyers réduits. Donc, ce dispositif, concrètement, il est pour qui ? Il est pour les bailleurs qui consentent des abandons de loyer au titre du mois de novembre 2020 et au plus tard, le 31 décembre 2021. Cet abandon de loyer doit être fait au profit d'entreprises qui ont subi donc une mesure d'interdiction d'accueil du public en novembre 2020, qui ont un effectif salarié inférieur à 5 000 personnes et qui ne se trouvent pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Le montant du crédit d'impôt est égal à 50%, donc ce qui n'est pas négligeable, de la somme totale des abandons de loyer. À noter quand même que si l'entreprise locataire a un effectif qui est supérieur à 250 salariés, dans ce cas-là, le montant du loyer est plafonné et il sera retenu dans la limite des 2/3 de son montant. Et donc ensuite, on applique le crédit d'impôt de 50% sur ces 2/3 de montant de loyer. Il faut également noter que la loi de finances de 2021 proroge la mesure qui avait été introduite donc par la deuxième loi de finances rectificative 2020, qui concerne la déductibilité des abandons de créances de loyer qui étaient consentis par les bailleurs entre le 15 avril et le 31 décembre 2020. La loi de finances, elle vient de dire que finalement, on a la possibilité de pouvoir abandonner des loyers et de pouvoir les déduire jusqu'au 30 juin 2021. Ça veut dire concrètement que les abandons de loyers qui sont consentis donc, par le bailleur jusqu'au 30 juin 2021, aucun justificatif ne sera demandé pour pouvoir les déduire. La loi de finances, elle a également introduit donc, un nouveau crédit d'impôt temporaire pour les dépenses en faveur de la rénovation énergétique, donc au profit des PME, y compris les TPE, soumises à l'IS ou à l'IR, ou exonérées selon un régime de faveur, et ce, quelle que soit leur activité. Donc, les dépenses qui ouvrent droit au crédit d'impôt sont celles qui sont engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation donc, énergétique de bâtiments ou de parties de bâtiments à usage tertiaire. Il faut également que la construction de ces bâtiments soit achevée depuis plus de 2 ans. Et enfin, donc, le crédit d'impôt concerne les bâtiments dont les entreprises sont propriétaires ou locataires et qu'elles utilisent pour l'exercice de leur activité.
sont éligibles au crédit d'impôt. Donc, les dépenses qui sont engagées, par exemple, au titre de l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique, d'un chauffe-eau solaire ou, par exemple, d'une pompe à chaleur. La liste et les caractéristiques donc, des équipements, des matériaux et des appareils qui ouvriront droit au crédit d'impôt seront fixés par un arrêté. Le montant du crédit d'impôt, il est égal à 30% du prix de revient hors taxe, donc des dépenses éligibles, et par contre, il est plafonné à 25 000 € par entreprise. Et enfin, donc, la loi de finances introduit cette année une spécificité concernant la déclaration des micro-entrepreneurs qui ont opté au versement fiscal libératoire. Je rappelle le contexte. Donc, du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les micro-entrepreneurs ont bénéficié de mesures d'exonération sociale qui leur a permis de déduire de leur chiffre d'affaires mensuellement ou trimestriellement les montants de chiffre d'affaires qu'ils avaient réalisés. Alors, soit de mars à juin pour les micro-entrepreneurs qui relevaient des secteurs prioritaires ou dépendants des secteurs prioritaires, soit de mars à mai pour les autres secteurs concernés par une fermeture administrative. Le fonctionnement, lui, du versement fiscal libératoire, c'est de permettre normalement aux micro-entrepreneurs donc de s'acquitter dans une même déclaration des sommes dues d'une part au titre de l'impôt sur le revenu et d'autre part des cotisations sociales. Mais je vous rappelle que les exonérations qui ont été accordées donc, par la loi du 30 juillet 2020 ne concernaient bien que les contributions sociales et non pas l'impôt sur le revenu. C'est pourquoi donc, la loi de finances 2021 va tirer les conséquences en matière fiscale de cette exonération et afin d'assurer l'imposition des montants qui n'ont pas été déclarés au titre des mesures d'exonération sociale, a donc prévu un mécanisme de déclaration autonome et de recouvrement du prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu. Concrètement, c'est quoi? C'est que les montants de chiffre d'affaires qui ont été déduits mensuellement ou trimestriellement seront reportés donc, selon les cas sur les déclarations de revenus 2020 déposées en 2021 ou de 2021 déposées en 2022. Pour ma part, j'ai fini donc sur les principales mesures fiscales en vigueur au 1er janvier 2021. Je vais donc laisser la parole à Lila pour vous exposer les mesures sociales. Merci, merci Audrey. Alors donc je prends le relais avant d'entamer ce sujet-là. Simplement quelques petites précisions. Visiblement, il y a des personnes qui ont rencontré des problèmes de son au départ. Alors a priori, il faut privilégier Chrome d'une part, et d'autre part, il faut aller dans Paramètres et sélectionner Son par défaut. Donc voilà, le message est passé pour être sûr que tout le monde a l'information. Sinon, vous pouvez donc regarder sur le chat, notre collègue Guillaume Malvoisin vous apporte toutes les explications. Et concernant le support, il sera bien en téléchargement sur le site BPI France Création dès demain. Donc, voilà pour ces précisions. Je vous propose qu'on enchaîne sur les mesures sociales. Alors, les mesures sociales donc, de la loi de financement de la sécurité sociale, donc, qui date du 14 décembre 2020, publiée au journal officiel le 22 décembre. En fait, cette loi est aussi marquée de façon, on va dire, très sensible par la crise sanitaire de la Covid-19, au même titre que la loi de finances pour 2021. Alors, on a plusieurs dispositions, effectivement, qui étaient déjà en place en 2020, qui ont été actées par la loi de financement pour être reconduites en 2021. Donc, ça va essentiellement concerner des exonérations et d'aides aux entreprises impactées. Il y aura aussi des mesures relatives à l'activité partielle. Mais heureusement, on a quand même quelques bonnes nouvelles d'ordre général pour les entreprises et particulièrement pour les salariés qu'on va dérouler les unes après les autres.
vous avez là effectivement la liste des principales mesures qu'on va traiter. Petite précision au passage, vous trouverez sur BPI France Création un document de synthèse sur les deux lois, que ce soit la loi de finances ou la loi de financement de la sécurité sociale. Vous aurez toutes les principales mesures, on n'a pas traité toutes les mesures, en tout cas les plus impactantes pour les entrepreneurs, pour les travailleurs indépendants ou pour les chefs d'entreprise, les employeurs. Vous aurez effectivement des explications un peu plus approfondies que ce qu'on peut faire sur un webinaire d'1 heure. Donc là, vous avez effectivement les principales mesures qu'on a décidé d'aborder aujourd'hui. Alors, le plafond de la sécurité sociale, alors ce ne sera pas une nouveauté, ce ne sera pas une augmentation, mais un maintien du plafond de l'année dernière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour l'année 2021, on va maintenir le même plafond de la sécurité sociale que le niveau existant en 2020. Alors simplement, là, vous avez des chiffres pour les différents plafonds. Donc, on a le plafond annuel, trimestriel, mensuel, hebdomadaire, journalier et horaire. Simplement pour vous préciser à quoi sert le plafond de la sécurité sociale, en fait, il sert de référence, de base de calcul à un certain nombre de cotisations sociales, d'indemnités journalières, mais aussi pour calculer les gratifications pour les stagiaires ou encore les chèques vacances pour les salariés. Donc, c'est une base de calcul qui est très importante et c'est pour ça qu'on attend tous les 1er janvier de l'année les nouveaux taux parce qu'ils vont avoir un impact réel sur la fiche de paye. Donc, pour vous, employeur, un véritable impact et c'est pour ça qu'effectivement, il faut suivre tous les ans les nouveaux montants. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en fait, le plafond de la sécurité sociale est depuis 1984 revalorisé tous les ans, c'est-à-dire que tous les ans, il est revalorisé en général à la hausse, sauf qu'en 2020, compte tenu de la crise sanitaire et compte tenu du recours massif en fait à l'activité partielle, eh bien en fait, comme le plafond, le calcul du plafond est basé sur le montant moyen par tête, c'est-à-dire sur le salaire moyen par tête, eh bien vu que le recours au chômage partiel en fait a eu un impact sur la masse salariale. Donc, le salaire moyen par tête a baissé de 5,7%, ce qui fait que si on avait appliqué cette baisse-là pour calculer le plafond de la sécurité sociale, eh bien, ça aurait eu un impact réel sur les cotisations, sur les cotisants. Donc, c'est pour ça qu'il a été décidé de maintenir le même taux pour ne pas, on va dire, impacter négativement les cotisants. La loi de financement de la sécurité sociale a été encore plus loin. Elle a instauré en fait une disposition qui prévoit que désormais, en fait, le plafond ne sera jamais inférieur au plafond de l'année N-1. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est pour un peu sécuriser ce plafond, comme je vous l'ai indiqué, qui est très important pour les employeurs pour calculer un certain nombre de cotisations et avec un impact certain sur la fiche de paye. Donc, voici un petit peu le préalable de cette partie sur les mesures sociales. Ensuite, on va avoir un formulaire en moins, une mesure de simplification qui poursuit un petit peu les mesures du gouvernement de ces dernières années en vue de réduire, de simplifier, parfois de supprimer certains formulaires. Eh bien là, ce n'est pas une suppression, c'est juste un regroupement d'un certain nombre de déclarations au sein d'un seul formulaire. Alors, de quoi on parle plus précisément? Ça concerne toutes les prescriptions des arrêts de travail, accidents de travail ou maladies professionnelles, donc AT-MP, accident de travail ou maladie professionnelle, et toutes les déclarations des accidents de travail dits bénins. Alors, qu'est-ce qu'on appelle accidents de travail bénins? Ce sont des accidents qui ne nécessitent pas d'arrêt, d'accord, et pas non plus de soins spécifiques. Donc, c'est des petits, on va dire, des petits bobos entre guillemets. Alors, concernant la prescription des arrêts, donc AT-MP, en fait, on va avoir un seul formulaire d'avis d'arrêt de travail. Donc, à la fois pour les maladies dites classiques, mais aussi pour les accidents de travail et pour les maladies professionnelles. Donc, il n'y aura plus qu'un seul formulaire. Ensuite, on va transférer toutes les prescriptions qui ont été faites, vous allez le voir jusqu'au 1er novembre, tout va être transféré sur ce même formulaire, d'accord? Arrêt maladie classique. Par ailleurs, on va aussi profiter pour supprimer le certificat médical spécifique aux AT-MP. Donc, l'idée, c'est vraiment de regrouper ces différentes déclarations au sein d'un même formulaire. L'intérêt, très clairement, pour cette simplification, c'est d'une part pousser à la dématérialisation des déclarations. La simplification, ça, on l'a compris, il n'y a pas de sujet. Mais l'idée aussi, c'est pouvoir accélérer la prise en charge des personnes qui subissent des AT-MP. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte
que la prise en charge était plus longue, plus fastidieuse pour ce type de maladie que pour les maladies classiques. Donc l'idée, c'est de pouvoir prendre en charge assez rapidement. Et le fait aussi de pouvoir regrouper ces déclarations, le fait qu'elles soient dématérialisées, eh bien, ça va permettre aussi d'avoir un contrôle plus important que ce qu'on pouvait avoir avant. Donc ça, c'est pour la partie prescription des arrêts AT-MP. Maintenant, concernant la déclaration des accidents bénins. Alors, le régime avant le 1er janvier 2021, on verra après que ce sera applicable qu'au 1er novembre, mais en tout cas, avant janvier 2021, pardon. Donc, les déclarations devaient se faire en fait sur un registre des accidents de travail bénins. Et ce registre-là, pour pouvoir le mettre en place par l'employeur, il fallait obtenir la déclaration de la CARSAT. Alors aujourd'hui, la loi de financement de la sécurité sociale supprime cette obligation de demande d'autorisation qui peut être longue et fastidieuse. Donc, on donne la possibilité à l'employeur de créer ce registre-là, tout simplement en le déclarant à la CPM, en déclarant le fait que, en tant qu'employeur, vous avez un registre conforme, donc il faut qu'il soit quand même conforme à un certain nombre de critères qui j'imagine, seront précisés d'ici le 1er novembre. Simple déclaration, fin de la suppression de demande d'autorisation, et donc ainsi l'employeur pourra mettre en place ce registre-là au sein de l'entreprise. Petite précision, il est très important de pouvoir mettre à la disposition du CSE, d'ailleurs il faut la former, hein. Ce n'est pas une demande d'autorisation, c'est une information. C'est-à-dire que l'employeur doit informer le CSE de la mise en place de ce registre et le CSE pourra demander à le consulter comme bon lui semble. Alors, pour mettre en place toutes ces choses-là, ces simplifications de formulaires, ces transferts de déclarations, eh bien, il faut un certain temps. Donc, tout sera effectif à partir du 1er novembre 2021. Voilà donc pour ce qui est des prescriptions et déclarations d'arrêt de travail. Maintenant, on va aborder les différentes aides, les différents dispositifs d'exonération en lien avec la crise sanitaire de la Covid. Alors, les aides, donc comme vous pouvez le voir sur la slide, elles sont effectivement maintenues, mais on a un petit peu resserré les taux pour effectivement continuer à apporter ces dispositifs aux entreprises les plus impactées. Alors, la condition pour obtenir donc ces aides en termes d'exonération de cotisations patronales, c'est ce qu'on appelle la Covid-2. Enfin, c'est les aides Covid-2. C'est vraiment, on va dire, c'est la partie 2 des dispositifs d'aide aux employeurs. Donc, on a eu celles qui ont été mises en place très rapidement après le premier confinement en mars. On a remis en place ces exonérations lorsqu'on a dû de nouveau durcir les conditions de sécurité sanitaire au mois de septembre. C'est pour ça qu'on appelle ça les exonérations Covid-2. Ce n'est pas un nouveau variant de virus, c'est simplement la continuité des exonérations. Alors, pour pouvoir bénéficier de ces exonérations, comme je vous l'indiquais, il faut respecter un certain nombre de critères. Alors, le critère C, il est affiché sur la slide, les exonérations reconduites pour les entreprises qui sont particulièrement impactées par la crise, c'est-à-dire vraiment touchées avec une baisse de chiffre d'affaires, donc qui ont soit fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, donc une fermeture administrative, soit qui ont connu donc une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50%. Alors, 50%, on prend comme comparaison la même période à l'année N-1. C'est-à-dire que si vous voulez bénéficier d'une aide au mois de mars 2021, donc on va prendre en compte la période mars 2020 pour faire la comparaison, pour pouvoir calculer cette baisse. Donc, les entreprises concernées, comme je vous l'indiquais, on a eu un petit peu un resserrement de l'étau. Donc, les entreprises et associations de moins de 250 salariés, mais qui sont dans les secteurs les plus impactés, donc maintenant que vous connaissez certainement, c'est les secteurs S1 et S1 bis. Ce sont en fait tous les secteurs qui concernent le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, et S1 bis, ce sont les secteurs qui dépendent de cette première liste. Alors, la liste, elle a été agrandie au fur et à mesure de la crise sanitaire parce qu'effectivement, dans la pratique, on s'est rendu compte que d'autres entreprises auxquelles on n'a pas forcément pensé dans les premières versions de liste, eh bien, étaient impactées par ricochet. Eh bien, aujourd'hui, vous pouvez retrouver cette liste-là sur le site de BPI France Création, mais également sur le site de l'économie, du ministère de l'économie. Ensuite, il y a une autre catégorie d'entreprises qui est concernée, ce sont les entreprises et les associations de moins de 50 salariés. Alors, pour celles-ci, pour pouvoir en bénéficier, il ne faut pas qu'elles soient dans ces deux secteurs
très impactées, c'est-à-dire S1 et S1 bis. Et il faut que ces entreprises-là, de moins de 50 salariés, aient fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois suivant, celui au titre duquel l'exonération est applicable. Donc, en fait, ça suit. D'accord. Encore une fois, c'est vraiment dans le cadre du durcissement des conditions de sécurité sanitaire du mois de septembre. Ensuite, on va avoir plusieurs régimes un peu spécifiques pour les micro-entrepreneurs, mandataires sociaux et artistes-auteurs. Pour les micro-entrepreneurs, ils peuvent bénéficier d'exonération. Il faut toutefois que le micro-entrepreneur exerce son activité principale dans le cadre de ce régime-là. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir une activité à 20% en tant que micro-entrepreneur et 80% en tant que salarié. Il faut vraiment que la micro-entreprise soit sa principale source d'activité. Il faut qu'il ait fait l'objet d'une fermeture administrative ou une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50%. Les mandataires sociaux. Alors, les mandataires sociaux, ce sont en fait les mandataires sociaux des entreprises qui sont citées sur le tableau juste au-dessus, donc entreprises, associations de moins de 250 salariés et les entreprises, associations de moins de 50 salariés. En fait, ces mandataires sociaux, s'ils appartiennent à ces deux types d'entreprises, vont pouvoir bénéficier d'exonérations de cotisations sociales. Sont notamment concernés les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, en fait, ce sont les assimilés salariés, les présidents de conseil d'administration, etc., etc. Vous trouverez la liste complète sur notre document de synthèse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, on va avoir les artistes-auteurs qui, eux aussi, vont bénéficier d'un régime spécifique parce qu'ils ont été très impactés par la crise sanitaire. Donc, sont concernés les artistes-auteurs qui relèvent du régime général de la sécurité sociale et qui ont connu une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50%. Voilà donc pour ce qui est de la reconduction des exonérations de cotisations sociales, patronales, pardon. On a vu aussi apparaître une aide au paiement des cotisations. Alors, c'est une aide, c'est-à-dire qu'on va réduire le montant des cotisations à payer, mais sous conditions. Alors, vont être concernés tous les employeurs qui sont éligibles à l'exonération Covid-2, c'est-à-dire juste au-dessus, selon les conditions du tableau. Cette aide peut être égale à 20% du montant des salaires d'activité ouvrant droit à l'exonération Covid-2. Et enfin, cette aide va être imputable sur les cotisations dues à l'URSSAF, Pôle emploi, MSA, donc tous les organismes de recouvrement. Voilà donc pour ce qui est de la reconduction des exonérations patronales et des aides au paiement des cotisations, sachant que vous savez que l'état d'urgence sanitaire est reconduit jusqu'au 1er juin 2021. Il se peut que ces conditions, que ces exonérations perdurent jusqu'à cette période. Alors, on ne le souhaite pas, on souhaite bien évidemment que la situation sanitaire s'améliore, mais en tout cas, potentiellement, elles peuvent être reconduites jusqu'à cette date-là, pardon. Et pour ça, vous pouvez suivre l'actualité sur BPI France Création. On met à jour les aides, les informations au fur et à mesure de la publication des textes. Alors, petite précision, il y a aussi la possibilité de bénéficier d'un plan d'appurement des dettes sociales. Un plan d'appurement, en fait, c'est simplement le fait d'avoir un échéancier pour rembourser de façon progressive sa dette sociale. Alors, ces plans d'appurement, ce n'est pas une nouveauté 2021, puisque ça a déjà été mis en place avec la 3e loi de finances rectificative pour 2020. Simplement, ça concernait uniquement les cotisations sociales restées encore dues au 30 juin 2020. La loi de financement pour 2021, en fait, elle le proroge, elle continue cette option, elle la proroge donc pour 2021, avec une distinction toutefois entre les cotisations patronales et salariales des entreprises. Donc, l'option pour le plan d'appurement, elle va être étendue jusqu'aux cotisations dues au 31 décembre 2020. Attention, petite info, la loi de finances prévoit que pour ces cotisations-là, l'URSSAF a 3 mois après le 31 décembre 2020 pour proposer un plan d'appurement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'URSSAF, donc si on compte 3 mois, donc il faut compter 31 mars 2021, l'URSSAF, à partir de cette date-là, doit vous contacter pour mettre en place un plan d'appurement s'il y a des dettes fiscales, des dettes sociales, pardon.
sachant que l'entreprise peut tout à fait, avant cette date-là, donc avant le 31 mars 2021, prendre l'initiative, faire l'action de contacter l'URSSAF pour demander un plan d'appurement. En tout cas, effectivement, la loi de financement le prévoit, ce délai de 3 mois pour les URSSAF pour faire ces démarches-là auprès des entreprises. Ensuite, concernant les cotisations et contributions des travailleurs indépendants, là, on étend un peu la période puisqu'il est possible de demander un plan d'appurement pour les dettes constatées jusqu'au 30 septembre 2021. Initialement, c'était le 31 octobre 2020, mais la loi de financement l'a prolongé jusqu'au 30 septembre 2021. Donc, ça veut dire qu'en fait, les travailleurs indépendants ont la possibilité de demander un plan d'appurement pour ces dettes-là. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible de tenir compte des réductions de cotisations dont le travailleur aurait pu bénéficier dans le cadre de ce plan d'appurement. C'est-à-dire que s'il bénéficie de 20% de réduction, eh bien, on va les déduire de la dette totale pour mettre en place ce plan d'appurement. Ensuite, la bonne nouvelle de la loi de financement de la sécurité sociale, c'est qu'on va avoir plus de congés spéciaux, en particulier notamment pour les parents, mais pas que. Donc, en fait, vous savez que la réforme des congés, de certains congés, notamment paternité, adoption et naissance, elle a été engagée depuis plusieurs mois. La loi de financement de la sécurité sociale, elle la finalise, elle l'acte et elle la codifie. Alors, il faut distinguer plusieurs types de congés. Concernant le congé paternité et accueil de l'enfant, on va avoir une augmentation du nombre de congés puisqu'on passe de 11 jours de congés jusqu'à 25 jours calendaires. Dans les cas de naissance multiple, même chose, on va avoir une augmentation. On passe de 18 à 32 jours. Ce qu'il faut préciser sur les congés paternité et accueil de l'enfant, c'est que ces congés-là peuvent être pris en 2 temps. C'est-à-dire, dans un premier temps, il est obligatoire de poser 4 jours consécutifs. En revanche, dans le cas où il n'y a qu'une seule naissance, donc 25 jours au total, s'il reste 21 jours de congé, ils peuvent être pris de façon, on va dire, fractionnée. C'est-à-dire que vous pouvez très bien les prendre en 3, 4, 5 fois de façon sur des périodes distinctes. Concernant le congé d'adoption, alors, même chose, on va avoir une augmentation. On va passer de 10 semaines de congé à 16 semaines de congé. Pour les cas où il y a un seul enfant, pour les autres cas, le nombre de semaines reste inchangé. Hein. C'est-à-dire qu'on reste à 18 semaines si le foyer a 3 enfants ou plus, hein, et 22 semaines pour les adoptions multiples. Donc, inchangé. Ce qu'il faut savoir pour le congé d'adoption, c'est qu'en fait, on parle en semaines, c'est-à-dire qu'on n'a pas la précision de savoir si c'est en jour ouvrable ou en jour calendaire. Alors, jour ouvrable, petite précision, en fait, c'est on comptabilise tous les jours de la semaine, sauf le dimanche et les jours fériés. Tout ça, c'est les jours ouvrables. Ensuite, concernant le congé naissance. Le congé naissance, il n'y a pas véritablement de changement puisqu'on a toujours 3 jours. En revanche, on élargit le nombre de bénéficiaires. En fait, avant la loi de financement, on avait cette notion d'accueil, d'arrivée d'une naissance dans le foyer. En fait, ça posait le problème des pères, par exemple, qui n'étaient plus dans le foyer familial au moment de la naissance de l'enfant. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir accorder ces 3 jours de congé pour naissance au père, au conjoint, concubin de la mère ou personne liée à la mère par un PACS. Et enfin, tous les congés pour événements familiaux que vous avez là, que je ne vais pas citer, ce sont en fait les congés légaux. Alors attention, il y a certaines conventions collectives ou accords collectifs qui prévoient des congés plus importants pour le mariage d'un enfant, etc. Ça, c'est vraiment les minimums, on va dire, c'est les congés légaux. C'est le minimum syndical, entre guillemets. Pour ces congés-là, la loi de financement apporte une précision qui est très importante. C'est le fait qu'ils sont comptabilisés en jours ouvrables. D'accord ? Avant la loi de financement de la sécurité sociale, en fait, il y avait une pratique, il y avait des interprétations qui étaient faites par certaines entreprises entre jour ouvrable, jour ouvré ou jour calendaire. Aujourd'hui, il n'y a plus de place à l'interprétation. Ces congés-là sont comptés en jours ouvrables. Voilà donc pour ce qui est des congés. Ensuite, on va aborder aussi une autre thématique qui touche au Covid, à la crise sanitaire du Covid-19, c'est l'activité partielle. L'activité partielle, comme vous le savez, elle a été mise en place très rapidement
dès le début de la crise sanitaire. Ce sont les ordonnances du 27 mars qui ont mis en place, légiféré l'activité partielle, le recours à l'activité partielle. Eh bien, la loi de financement de la sécurité sociale, elle stabilise, elle pérennise le régime social applicable. À savoir, il y a différents types d'indemnités qui sont versées. Donc, les indemnités légales, en fait, on va supprimer en fait tous les dispositifs d'exonération totale des CSG et CRDS. En fait, ce qui est important de retenir, c'est qu'en fait, on va exclure de l'indemnité de l'assiette de cotisation sociale l'indemnité légale d'activité partielle. C'est-à-dire qu'en fait, l'activité partielle, elle n'est pas considérée comme un salaire, elle est considérée comme un revenu de complément, un revenu complémentaire, de remplacement, plus exactement. C'est le terme qui est repris dans les textes. C'est pour ça qu'en fait, on l'exclut de l'assiette de calcul des cotisations sociales. En revanche, on va quand même vouloir appliquer un certain nombre de cotisations, notamment pour la validation de trimestres de retraite. Et en fait, le législateur a décidé d'appliquer un seul taux, c'est un taux de 6,7%. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, activité partielle, ce n'est pas un salaire, c'est un revenu de remplacement sur lequel on n'applique pas toute l'assiette des différentes cotisations parce qu'il y en a beaucoup. Pour pouvoir quand même assurer un minimum de garantie, notamment en termes de validation de trimestre de retraite, on va appliquer un seul taux unique, celui de 6,7%. Pour les indemnités complémentaires, eh bien, l'assiette, elles sont assujetties au même prélèvement que l'indemnité légale. Donc, c'est ce qu'on vient de voir, sous réserve toutefois que la somme des indemnités soit inférieure à 3,15 SMIC. C'est-à-dire que c'est plafonné à 3,15 SMIC. Et enfin, comme je vous l'indiquais, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, l'activité partielle est prise en compte pour valider des trimestres de retraite de base. Voilà donc pour ce qui est de la précision de l'activité partielle. Ensuite, on va avoir aussi des dispositions, et la même chose, c'est plutôt effectivement une mesure qui est très positive et intéressante pour les personnes qui se retrouvent dans une situation où elles envisagent une reconversion professionnelle. Ça concerne en fait les congés pour mobilité ou reclassement. C'est des congés qui existaient déjà, qui étaient de 12 mois. Sont concernés par ces congés-là tous les salariés, enfin chaque salarié qui souhaite suivre une formation professionnelle en vue d'une reconversion. Alors, les conditions, effectivement, il faut que ce soit dans le cadre d'un licenciement économique, d'accord, pour les employeurs d'au moins 1000 salariés. Donc, entreprise d'au moins 1000 salariés, dans quel contexte? Dans le contexte d'un licenciement en fait économique. En général, ce sont vraiment les plans de licenciement collectif qui sont concernés. Le congé de mobilité, lui, c'est un départ volontaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de procédure de licenciement économique qui est engagée. C'est voilà, pour tout salarié qui souhaite volontairement partir. En revanche, il faut que ce soit prévu par un accord collectif. Combien de temps? Donc, la loi de financement double cette durée, donc on passe de 12 mois à 24 mois, parce qu'on considère que 12 mois, ce n'est pas suffisant pour, d'une part, suivre une formation et d'autre part, commencer à travailler sur une reconversion professionnelle. Donc, clairement, on donne plus de temps aux salariés pour se former et pour se préparer à changer de métier. Enfin, on a dit qu'on ferait un petit focus sur les nouveautés pour les micro-entrepreneurs. On va aller très rapidement sur ce point-là. Alors, évidemment, on n'a pas traité toutes les nouveautés et très sincèrement, cette année, il n'y en a pas eu énormément. On s'est simplement limité, on va dire, aux nouveautés pratico-pratiques qui peuvent vraiment avoir un impact sur les micro-entrepreneurs de façon quotidienne, en fait, dans la gestion quotidienne de leur structure. Alors, d'une part, simplification des démarches, encore de la simplification. En quoi consiste donc cette simplification? Alors, vous savez qu'il y a un site qui existe pour les auto-entrepreneurs, c'est le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Alors, c'est un peu étonnant qu'on garde ce terme auto-entrepreneur, puisque comme vous le savez, maintenant, on parle plutôt de micro-entreprise, de régime de la micro-entreprise. Donc, ce site-là qui a gardé ce nom-là a fait l'objet d'un certain nombre d'évolutions. On a notamment créé la possibilité d'avoir un compte personnel pour le micro-entrepreneur. Ce compte personnel va devenir un préalable, une obligation en fait pour créer son activité en ligne, donc totalement digitale, de façon digitale, et de déclarer l'activité.
le début d'activité en ligne. Ce compte va aussi permettre de faire un certain nombre de déclarations, donc notamment du chiffre d'affaires, mais aussi du paiement des cotisations sociales. Vous savez qu'en micro-entreprise, on paye les cotisations sociales en même temps que la déclaration, donc soit de façon mensuelle, soit de façon trimestrielle. On va aussi pouvoir demander l'ACRE directement en ligne, toujours sur ce site. Et on peut aussi faire beaucoup d'autres choses avec des fonctionnalités qui peuvent être assez intéressantes en termes de gestion quotidienne de l'activité de la micro-entreprise, telles que le téléchargement des attestations justificatives, le suivi de son tableau de bord et de ses demandes, notamment de l'ACRE. Et enfin, vous allez pouvoir communiquer avec l'URSSAF via une messagerie dédiée totalement sécurisée. Donc, c'est important, c'est intéressant à savoir et surtout, n'hésitez pas à aller créer votre compte sur ce site. Alors, autre bonne nouvelle, c'est la fin des appels surtaxés. Comme vous le savez, on est tous concernés, et encore plus les micro-entrepreneurs, les travailleurs indépendants, sur parfois on a besoin d'avoir un certain nombre d'informations auprès des organismes publics pour assurer la gestion de son entreprise. Eh bien, avant, tous ces appels-là, tous ces numéros-là étaient surtaxés. Eh bien, aujourd'hui, ils sont tous gratuits. Donc, je ne vais pas vous citer tous les numéros de téléphone. Vous avez l'essentiel qu'on a classé par, on va dire, domaine de compétences. Donc, tout ce qui est service d'information des impôts particuliers ou professionnels. Donc, vous avez les numéros qui sont affichés. Pour les assurances, même chose. Pour tout ce qui est prestations et indemnités, donc CAF et Pôle emploi, donc tous ces numéros-là sont désormais totalement gratuits. C'est la fin de la surtaxe. Ensuite, dernière mesure, on va dire, pratico-pratique pour les micro-entrepreneurs, c'est les modalités de déclaration pour le calcul des APL. Elle évolue. Elle évolue en quel sens? En fait, on va avoir une variation de la période de ressources du foyer qui sera prise en compte pour le calcul des APL, d'accord? Selon la date de début d'activité. Donc, en fait, il faut distinguer la date, l'activité, donc avant le 2 janvier 2019. Dans ce cas-là, en fait, il faut faire une déclaration des ressources 2019 en une seule fois. Donc, vous n'avez qu'une seule déclaration à faire. Donc, pour l'activité donc avant le 2 janvier 2019. Mais à partir du 2 janvier 2019, il faudra faire la déclaration du chiffre d'affaires mensuel ou celui des 12 derniers mois, puis une actualisation tous les 12 mois avec le détail des recettes mensuelles. Alors l'idée, certes, il y a de la simplification, il y a aussi une histoire de logique et d'harmonisation par rapport aux déclarations habituelles des micro-entrepreneurs, notamment lorsqu'il faut leur déclaration mensuelle. Donc l'idée, c'est vraiment d'harmoniser toutes ces déclarations-là. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que, petit point d'attention, effectivement, il faut faire une déclaration une fois par an des pensions alimentaires reçues ou versées. Donc ça ne change pas. Vous faites une seule fois cette déclaration pour assurer le calcul de vos droits aux APL. Voilà donc pour tout ce qui est des évolutions en termes de mesures sociales et nouveautés pour les micro-entrepreneurs. On a abordé l'essentiel. Vous trouverez le détail et bien d'autres mesures sur le site BPI France Création, sur des contenus synthétiques dédiés et disponibles donc sur le site. Je vais laisser la parole à Audrey, qui a peut-être repéré quelques questions sur le chat, et je vous reprends après pour d'autres questions sur la partie sociale. Merci pour votre écoute. Oui, alors effectivement, donc il y a quand même pas mal de questions, notamment sur les aides à la création. Alors, c'était pas forcément le thème abordé en fait dans ce webinaire, parce que là, ce webinaire, on a vraiment abordé ce qui était nouveauté par rapport à la loi de finances donc pour 2021 et la loi de financement de la sécurité sociale. Donc, il n'y a pas vraiment de nouveauté sur les aides à la création, sauf effectivement peut-être donc la possibilité d'être exonéré donc de CFE pendant 3 ans. Mais encore une fois, comme je vous l'ai indiqué, cette exonération, elle est facultative parce qu'elle doit être adoptée par la collectivité territoriale qui est, elle, bénéficiaire de cette CFE. Donc, c'est une mesure de relance, elle faisait partie du plan de relance pour justement inciter donc la création d'entreprises avec cette exonération. Donc, au lieu d'être sur 12 mois, elle serait sur 3 ans. Mais encore une fois, voilà, elle est facultative parce qu'elle dépend finalement de la collectivité territoriale sur laquelle vous êtes implanté. Ensuite, il y a eu par rapport, je reviens sur le crédit d'impôt
sur le crédit d'impôt pour abandon de loyer. Alors, il y a eu deux mesures, en fait. Vous avez une première mesure donc, qui concerne le crédit d'impôt pour abandon de loyer du mois de novembre 2020, uniquement. En fait, c'est si vous êtes bailleur et que vous êtes une entreprise, que votre bailleur a décidé de consentir finalement à ne pas vous facturer de loyer pour pour novembre 2020. Dans ce contexte, il pourra bénéficier d'un montant de crédit d'impôt de 50% du montant abandonné, du loyer abandonné. La deuxième mesure, en fait, elle concerne une mesure qui avait déjà été introduite par la loi de finances rectificative, la deuxième loi de finances rectificative pour 2020, qui consiste à pouvoir déduire, un bailleur peut déduire de ses charges les loyers qu'il aurait consenti à abandonner, donc il a des créances de loyer, et là, il va pouvoir le déduire. Normalement, c'était entre le 15 avril et le 31 décembre. Il peut le déduire de ses charges sans justificatif, puisque normalement, un bailleur ne peut pas venir comptabiliser l'abandon d'un loyer comme charge parce qu'on considère que c'est un acte anormal de gestion. Exceptionnellement, jusqu'au 30 juin 2021, finalement, le bailleur n'aura aucun justificatif à fournir s'il consent un abandon de loyer pour cette période, donc du 15 avril finalement jusqu'au 30 juin 2021. Donc ça, c'était un peu les questions qui reviennent. Alors, j'ai aussi une question, bon, que signifie le capital social entièrement libéré? C'est au moment de la constitution finalement de la société, vous avez la possibilité de ne pas libérer entièrement votre capital social. Voilà, pour pouvoir bénéficier du taux réduit de l'IS, il faut que ce qu'on appelle que le capital soit entièrement libéré. Donc, si vous avez décidé que votre capital social était de 10 000 euros, il faut que vos 10 000 euros soient déposés sur le compte bancaire de la société. Voilà. Alors après, il y a beaucoup de questions sur les exonérations sociales. Si tu veux reprendre la main, Lila. Ça marche très bien. Merci. Alors effectivement, il y a beaucoup de questions sur les exonérations et plus particulièrement sur le plan d'apurement des dettes. Alors, j'en ai vu effectivement quelques-unes. On va essayer de les traiter pour le peu de temps qui nous reste. Alors, juste avant d'aborder les questions relatives au plan d'apurement, j'ai une question de Florence Lemoine qui me dit qu'effectivement, en tant que micro-entreprise, elle n'a pas beaucoup d'aide dans le cadre de la crise sanitaire et qu'elle souhaite être accompagnée, notamment pour développer son activité. Alors, ce qu'il faut savoir, Florence, c'est que vous avez des réseaux d'accompagnement qui sont là, qui existent, et avec lesquels nous, BPI France, on travaille notamment. Vous pourrez trouver leur liste sur le site BPI France Création dans la rubrique « Qui peut m'accompagner ?» Et en fait, en sélectionnant votre nature d'activité, votre lieu d'exercice, vous allez trouver en fait la liste de tous les réseaux d'accompagnement les plus proches de chez vous. Et vous pourrez bien sûr aller les voir, les rencontrer et pourront effectivement vous suivre, vous apporter leur aide pour développer votre entreprise. Si c'est des difficultés, on va dire, plus de soutien ou de médiation, vous avez aussi des organismes qui sont là, tels que la médiation des entreprises ou encore des numéros dédiés pour les entrepreneurs en difficulté qui sont notamment mis en place par le dispositif APESA. Mais toutes ces informations-là, vous pourrez les trouver sur notre site. Maintenant, concernant les différentes questions, parce qu'il y en a plusieurs sur le plan d'apurement et elles sont toutes différentes. Alors, la première, c'est Geneviève qui nous dit, si on a payé normalement ses cotisations sociales, est-ce qu'il est possible de solliciter un plan d'apurement, remboursement de l'URSSAF sur la base de sa situation financière? Alors, en fait, le plan d'apurement ne concerne que les dettes fiscales, c'est-à-dire que si vous réglez vos dettes, vos cotisations sociales normalement, ça veut dire que vous n'avez pas de dette. Donc, s'il n'y a pas de dette, il n'y a pas de plan de remboursement. Donc, en fait, alors peut-être que la solution serait effectivement d'écrire à l'URSSAF en lui disant, voilà, pour l'instant, pour tel ou tel mois, je ne peux pas payer mes cotisations, je souhaiterais pouvoir bénéficier d'un plan d'apurement plus tard. Mais en tout cas, si elles sont payées, vous ne pouvez pas avoir un plan d'apurement qui sera calculé sur vos difficultés financières.
Voilà donc pour Geneviève. Donc j'ai une autre question de Nathalie qui nous dit si appurement des dettes, s'il y a appurement des dettes, y aura-t-il validation des trimestres à la retraite? Alors oui, bien sûr, à partir du moment où vous réglez vos dettes fiscales, même si effectivement ça prend du temps, comme on l'a vu, ça va se faire sur une période assez longue, hein, puisqu'on propose de le mettre en place à partir du 31 mars 2021 pour les cotisations patronales. Oui, tant que c'est réglé, vos droits à la retraite seront bien validés, bien comptabilisés. Ça va de soi. Ensuite, une dernière question avant donc de la fin de ce webinaire. Donc, c'est une question de Claude qui nous dit si pas de nouvelles de l'URSSAF durant 3 mois. Quelles sont, voilà, en fait, il y a 2 questions. Donc, si pas de nouvelles de l'URSSAF durant 3 mois. Comme je vous l'indiquais, pour toutes les cotisations dues par les employeurs et les entreprises, elles ont 3 mois après le 31 décembre pour vous contacter. Elles ont cette obligation-là, d'accord? Elles ont vraiment, c'est un délai de 3 mois. Si effectivement elles constatent qu'il y a des dettes, aujourd'hui tout est automatisé, donc normalement elle est censée avoir l'information, elle est censée vous contacter dans ces 3 mois. Vous pouvez le faire spontanément, comme je vous l'indiquais, vous pouvez très bien, en tant qu'employeur, vous pouvez contacter, prendre cette initiative pour demander ce plan d'appurement, mais si elle ne le fait pas dans les 3 mois, elle sera en tort, mais en principe, elle est censée le faire dans les 3 mois. Et si elle ne le fait pas, encore une fois, si vous estimez avoir besoin d'un plan d'appurement, anticipez ce point-là et contactez-les. Ensuite, quelles sont les conditions pour bénéficier d'un plan d'appurement? Alors, les conditions, comme on l'a dit, hein, ce sont toutes les dettes dues au 31 décembre pour les cotisations qui concernent les employeurs et pour les travailleurs indépendants. Ce sont toutes les cotisations dues jusqu'en septembre de 2021. Alors, les conditions, donc, c'est effectivement qu'il y ait des dettes, des cotisations impayées, mais aussi, visiblement, il faut que l'entreprise n'ait pas de créances auprès de l'URSSAF, de dettes auprès de l'URSSAF plutôt. Donc, il faut effectivement, avant le début de la crise sanitaire, il faut avoir acquitté les cotisations sociales auprès des organismes compétents. C'est-à-dire que si vous aviez déjà des dettes avant la crise sanitaire, on va dire que les URSSAF auront plus de difficultés à vous accorder un plan d'appurement. Donc, il faut avoir été, entre guillemets, un bon élève si vous n'aviez pas des difficultés financières qui ont justifié ces non-paiements. Voilà donc pour ces questions-là. Ce qu'on vous propose avec Audrey, on va rester 10 minutes de plus après la fin de ce webinaire qui ne va pas tarder à être coupé puisqu'il est midi. On va répondre à quelques questions qui restent, qui ne sont pas encore traitées. Et puis surtout, vous retrouverez, comme on vous l'a dit, le webinaire ainsi que le support dès demain. Donc, ce sera en téléchargement. On vous mettra aussi les liens cliquables sur le support pour que vous puissiez trouver les bonnes pages sur notre site pour avoir toutes les réponses à vos questions. Et je pense qu'on va vous donner rendez-vous certainement au mois de février sur un autre sujet qui est quand même complémentaire à celui d'aujourd'hui. C'est ce qui concerne les mesures mises en place dans le cadre du plan de relance. Voilà, en tout cas, merci pour votre attention. Je laisse Audrey prendre la parole si elle a quelque chose à ajouter. Et je vous dis donc à très bientôt et encore merci pour votre écoute en espérant que ce webinaire vous aura été utile. Maintenant, je vais tout simplement également vous remercier pour votre attention, pour vos questions. Et je vous souhaite en tout cas une excellente journée et j'espère à très très bientôt pour le prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.